Ok, bonjour tout le monde. Je vais commencer et puis si quelqu'un en haut à gauche de l'amphi peut sortir et juste fermer la porte s'il vous plaît parce que je vois que la porte est encore ouverte. Merci. Alors, avant de démarrer, je voulais juste vous faire un petit peu de pub. Donc, si la microbiologie et les maladies infectieuses vous intéressent, sachez qu'on a un expo au Muséum naturel de Nantes, au centre-ville, sur les zoonoses, les maladies qui sont transmises des animaux aux êtres humains. Et donc, vous pouvez aller parler un petit peu d'informations des apprendre pour apprendre quelque chose sur les zoonoses, que ce soit des infections bactériennes, virales ou parasitaires. Donc ça c'est un truc, cette information c'est quelque chose que je vais faire ensemble avec le muséum. Donc c'est bien enfin réalisé, donc si vous passez par là, je peux pas aller à la journée, mais je vais un petit peu l'expo. Alors, notre sujet aujourd'hui, on va continuer avec la bactériologie, mais on va jeter un regard, ou porter notre regard sur les bactériophages, c'est-à-dire les virus qui infectent les bactéries. Alors, notre programme, ce sera d'abord de regarder un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un bactériophage, quelle est la diversité des bactériophages dans le biosphère. Ensuite, deux choses très importantes, c'est de comprendre deux types de cycles de réplication qu'on peut retrouver chez les bactériophages, les cycles lytiques et le cycle lysogène. Donc, il faut comprendre comment ça marche, ces deux types de cycles de réplication. Ensuite, je vais présenter la transduction phagique qui est d'abord, qui est deux choses. Donc, d'une part, il s'agit d'une technique importante pour cartographier les génomes bactériens, ou importante historiquement. Et aussi, c'est un mécanisme de transfert latéral de gènes entre différentes espèces de bactéries, différentes souches et différentes espèces de bactéries. Et ça va nous mener à notre dernière partie du cours sur l'impact des bactériophages sur la santé humaine. Et on verra qu'il y a du plus et du moins, il y a du bon et du mauvais là-dedans. Alors, les bactériophages, si vous vous souvenez, ce sont des virus qui infectent des bactéries qui ont été découverts il y a plus de 100 ans maintenant par Frederick Twort en Angleterre et Félix Derel, qui était un chercheur franco-canadien. Et c'est plutôt Félix Derel qui a développé l'étude des bactériophages. Frédéric Twort, il a fait l'observation et ensuite, il n'a pas vraiment fait grand-chose. Donc, Félix Derel, c'est lui qui a vraiment démarré l'étude de ces objets biologiques. Et notamment, il a développé la technique de plage de Lise qui permet de quantifier et d'isoler des bactériophages. Ça, c'est super important. Pour les bactériophages, un plage de Lise, c'est-à-dire un trou dans le tapis bactérien, c'est un peu comme une colonie de bactéries sur une gélose. C'est-à-dire qu'une plage de Lise dérive d'un seul bactériophage. Donc, c'est une population clonale. Donc, si on pique la plage de Lise, et on fait pousser le bactériophage à partir d'une seule plage de Lise, on est sûr qu'on travaille avec une population pure. Donc ça, c'est très très important en virologie aussi bien qu'en bactériologie. Alors, l'autre raison pour laquelle les bactériophages sont importants, c'est qu'une fois qu'on a commencé à les étudier, ils sont devenus un système modèle
important pour étudier les processus fondamentaux de la biologie moléculaire. Donc, une partie des expériences montrant que c'était l'ADN, le matériel génétique et pas des protéines, c'était des expériences effectuées avec les bactériophages. Le décryptage du code génétique, l'idée qu'il s'agissait d'un triplet de nucléotides sans ponctuation, sans espace entre les codons. Tout ça, c'était fait avec des expériences complexes et un peu indirectes avec des bactériophages. Et puis même, plus récemment, la découverte du système CRISPR-Cas9 qui permet de modifier des génomes des cellules eucaryotes. Ça, c'est quelque chose qui était d'abord une découverte chez les bactériophages. Ou en tout cas, en étudiant les interactions entre les bactériophages et leurs hôtes, qui sont les bactéries. Donc, les phages sont restés un système modèle. Alors, quand on prononce ou quand on pense aux bactériophages, la plupart du temps, ce que l'on va visualiser ou envisager, ce sont les phages dites des codoviricètes, avec une morphologie tête et queue. Et donc, chacune de ces phages du phylum du codoviricète, c'est un passage de tête épizootique, c'est l'ADN du génome physique et cette tête est queue filamenteuse qui est plus ou moins rigide, aussi plutôt flexible et plus ou moins longue, avec certaines de ces bactériophages qui ont peut-être épizootique et juste en faire de toute petite plateforme à un de ces sommets de la tête qui est une sorte de version raccourcie de ces queues. Alors, tous ces codoviricètes sont caractérisés par la présence d'un génome en ADN double brin, mais qui, dans la plupart des cas, se réplique via un intermédiaire circulaire dans la cellule. Et ce sont les bactériophages qui sont les plus représentés dans la majorité des biomes. Donc, si on regarde dans l'eau de mer, dans le sol, dans le microbiote humain, dans l'intestin, la plupart du temps, on va retrouver ces bactériophages avec une morphologie filamenteuse. Alors, jusqu'à une dizaine d'années, la classification de codoviricètes était plutôt simple, donc c'est-à-dire qu'on et au sein de cet ordre, on distinguait 3 familles basées sur leurs caractéristiques morphologiques. Donc, on distinguait Myoviridae, qui était caractérisée par une queue longue et contractile, des Siphoviridae avec une queue longue et flexible, et les Podoviridae, ces virus avec une queue toute courte, juste comme ça de 4 ans, sur un des sommets de la tête épizootique. Et on avait quelques exemples de bactériophages typiques le bactériophage T4, c'était un peu l'archétype des Myoviridae, qui était considéré comme typique des Siphoviridae. Or, l'identification ou la caractérisation de microbiotes et de bactériophages par des technologies de séquençage nouvelle génération est passée par là. Et à partir de, il y a 10 ou 15 ans, on commence à accumuler énormément de séquences d'ADN de bactériophages, mais sans que l'on ait pu cultiver ou identifier ou visualiser ces bactériophages. Donc on commençait à faire la classification uniquement basée sur des différents bactériophages. Comme je disais, cette classification, mais avec l'accumulation de plus en plus de données venant du séquençage, de séquençage nouvelle génération, on s'est rendu compte qu'on avait de nouvelles familles de codovirales
Et donc, on rajoutait d'abord les acariens. Ensuite, on a rajouté de plus en plus de familles, avec la découverte de plus en plus de diversité au sein de cet ordre de bactériophages. Actuellement, on dit, OK, là, ça ne tient plus notre histoire. Donc, on va rassembler tout ça dans un groupe supérieur, donc les codovirocytes. Et ensuite, on a plusieurs ordres au sein de ces codovirocytes et ensuite des familles à l'intérieur de ces ordres. Et alors, qu'en est-il pour nos bactériophages typiques T4 ils sont dans des groupes qui ne sont pas vraiment associés à l'une de ces nouvelles ordres. Donc en fait, ces bactériophages n'étaient pas vraiment représentatifs de la grande majorité de codovirocytes que l'on connaît maintenant, mais ils étaient peut-être les plus faciles à cultiver sur une bactérie de référence qui était la souche de Escherichia coli. Et donc, c'était la première fois mais peu représentatif de l'ensemble de ces bactéries. Donc ça, c'est le codovirocyte. Donc tout le monde visualise ce type de structure, un bactériophage avec un tête. Mais lorsqu'on regarde un peu plus, voilà, lorsqu'on regarde bien, on se rend compte que c'est pas que ça qui existe chez les bactériophages. Il existe des bactériophages filamenteux, du génie de fleurs, des bactériophages qui sont pions icosahydriques qui sont purs. Et chez certaines, dans certains environnements, on trouve également les bactériophages enveloppés, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste une capside en protéines autour de l'ADN ou de l'ARN du bactériophage, mais il existe aussi les bactériophages avec l'enveloppe biologique autour de la partie, avec des formes de spécialisées, des liposomes sur la forme de butte, et des lipoprotéines sur la forme de serpent, et des fusellovirus. Donc, tous ces bactériophages avec des formes vraiment inhabituelles sont des bactériophages qui infectent des archéobactéries, des sulfonovirus, dans les sources d'eau chaude avec un pH très très acide. Donc, dans un environnement extrême, on trouve des bactériophages avec des formes beaucoup plus diverses que ce que l'on connaît, ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc, la plupart de notre connaissance sur les cycles de réplication de ces bactériophages est basée sur ce que l'on a appris sur nos bactériophages modèles qu'on a étudiés depuis presque une centaine d'années maintenant. Certainement depuis plus de 50 ans. Donc on connaît très bien comment fonctionnent ces bactériophages, mais relativement moins bien comment fonctionnent ces nouveaux phages découverts relativement récemment. Alors, donc on a une sorte de diversité de formes des bactériophages, et lorsqu'on regarde bien, si on cherche bien n'importe quel type de bactérie, on a toujours trouvé jusqu'à présent des bactériophages capables d'infecter ces bactéries. Donc c'est vrai pour les bactéries Gram-plus et Gram-. C'est vrai aussi avec les bactéries qui comportent une enveloppe un peu différente, des structures différentes, comme les mycobactéries. Il y a des bactériophages qui peuvent les infecter. Et chez les bactéries, on trouve également des bactériophages. Donc, quelle que soit l'espèce de bactérie, on a des bactériophages. Donc, la diversité des bactériophages, c'est au moins aussi grande que la diversité des bactéries. Et aussi, pour une espèce de bactérie bien étudiée, on peut isoler, quand on cherche bien, plusieurs espèces de bactériophages qui infectent la même espèce hôte de bactéries. Donc facilement une bonne dizaine de bactériophages différentes qui infectent l'Escherichia coli.
Alors, une chose qui complique cette histoire, c'est qu'un bactériophage peut infecter soit une seule espèce hôte ou alors plusieurs espèces. Donc, le bactériophage T4, c'est considéré comme un phage avec un spectre d'hôtes plutôt étroit parce qu'il est capable d'infecter que Escherichia et Shigella. Tandis que si on trouve de temps en temps des bactériophages qui sont capables d'infecter plusieurs genres différents de bactéries à grand moins. C'est plutôt l'infection, ce bactériophage. La plupart du temps, un bactériophage va avoir un spectre d'hôtes relativement étroit, une seule espèce ou une ou plusieurs espèces dans le même genre. C'est ça qui est le plus fréquent. Alors, on a beaucoup de diversité chez les bactériophages. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que ça représente en quantité. Donc, pour ces questions-là, je vais demander un peu votre avis à main levée pour voir qu'est-ce que vous pensez. Alors, la première question, c'est si on prend 1 ml d'eau de mer et on va visualiser le nombre de particules de bactériophages que l'on a dans cette ml, sur ce microlitre d'eau de mer. On peut les filtrer, enlever les bactéries et on peut visualiser les bactériophages. On trouve un moyen pour les dénombrer les particules physiques. Combien on va trouver? Alors, donc, je vais vous demander à chacun de lever la main quand vous pensez que c'est la bonne réponse. Qui dit qu'on va en trouver 1 par ml? Personne. Qui dit 100 par ml? Toujours personne. Qui dit 10 000 par ml? Quand même pas mal. Qui dit 1 million par ml? Ouais, pas mal de mains qui sont levées. Et qui dit 100 millions par ml? Ok, vous êtes pas mal là. Donc c'est quelque part entre 16 et 18 par ml. Et ça dépend où dans la mer on cherche. Donc sur les zones côtières, qui sont des biomes plus riches, plus productifs, on a plus d'espèces, en plus de biodiversité, plus de bactéries, et on a plus de bactériophages. Donc sur la plage, là, c'est plutôt 100 millions par ml en bactériophages. Donc si vous buvez la tasse à la boule, c'est quelques centaines de millions de bactériophages avalés là. Dans la mer profonde, dans les océans, si on prend 1 ml d'eau de mer au large, ça va être plutôt 1 million par ml. Alors, avec ce chiffre-là, on peut essayer de dans tous les océans de la planète. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le volume en litres de tous les océans de la planète, mais sinon, vous êtes obligé juste de deviner. Ok, donc, qui dit qu'on va avoir 10 puissance 10 bactériophages sur la planète? Non, trop faible. Qui dit 10 puissance 20? Personne. Qui dit 10 puissance 30? 3, 4 personnes. Qui dit 10 puissance 40? La grande majorité. C'est ça le problème avec les puissances de 10 comme ça. Ce chiffre-là, c'est absolument astronomique. Je ne sais pas combien on a d'atomes dans les océans, mais en tout cas, le bon chiffre, c'est 10 puissance 30 particules de bactériophages. Là, on commence à être vraiment énorme. Mais justement, c'est pour ça qu'on a du mal à visualiser. 10 puissance 25, 35, 30, on visualise mal combien c'est. Donc, c'est 10 puissance 30. Donc, une façon de visualiser, c'est de se rendre compte que dans chaque particule de bactériophage, il va contenir à peu près 0,2 femtogrammes de carbone, avec les protéines et l'ADN qui sont dans la particule virale. Donc on pourrait faire un calcul avec ça multiplié par 10 puissance 30 pour nous donner un chiffre en grammes. Donc la question, c'est de savoir c'est quoi l'équivalent en baleine bleue de tout le carbone séquestré dans les bactériophages, dans tous les océans de la planète. Ok, tout le monde est prêt à essayer de dire l'équivalent en baleine bleue? Parce que c'est gros en baleine bleue. On peut visualiser ça. Alors, qui dit on met tous les bactériophages sur la planète? Une baleine.
Personne. Qui dit ça va nous faire une centaine de baleines, 100 baleines. 2 personnes. 10 000 baleines. Un peu plus, 1 million de baleines. Voilà, ça commence, 100 millions de baleines. Presque personne. Apparemment, c'est ça qui est le plus proche. Si on fait le calcul, c'est l'équivalent en carbone de 75 millions de baleines bleues. Ok, donc ça, c'est vraiment beaucoup. Et si on les met en longueur, que chaque particule virile, c'est à peu près 100 nanomètres de longueur, et 30. Si on les alignait bout en bout, on aurait, alors, qui dit 1 million de kilomètres? Alors, qui dit une année-lumière? 1000 années-lumière. Personne? 10 millions d'années-lumière. Qui dit 1 milliard d'années-lumière? Quelques aventures. Apparemment, ça ferait 10 millions d'années-lumière si on mettait tous les bactériophages dans les océans bout à bout. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Et puis j'ai piqué toutes ces comparaisons d'un article une fois il y a une vingtaine d'années maintenant. Donc, les bactériophages, il y en a énormément. C'est un peu comme la matière noire et froide de biosphère. Et on a tendance un petit peu à ignorer. Mais ils sont tellement prévalents qu'ils doivent avoir un rôle sur les réseaux trophiques. Et ce qu'on pense, mais ça c'est vraiment un truc très simplifié pour que je puisse le comprendre moi-même, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste en écologie. Mais le modèle peut-être un peu simplifié, c'est que l'idée c'est qu'on va avoir les producteurs primaires qui en termes de bactéries vont être des cyanobactéries, les photolitho-autotrophes et les chimiolitho-autotrophes, avec la plupart de la production primaire cyanobactéries, et pour l'instant on oublie toutes les algues. Okay, donc là on est dans les options, mais on va oublier tous les autres organismes photosynthétiques, mais qui ont une contribution immense sur la production primaire. Et si on commence juste avec les bactéries, ben, une partie où ces bactéries autotrophes vont de temps en temps être mangées par exemple, les protistes. Et les protistes, à leur tour, vont être mangés par un producteur primaire, le krill, de toute façon, vont être mangés par les requins, etc. Donc on a cette... attends, j'ai mes trucs ici, là, ça m'énerve. Parce que j'ai des boîtes de texte, mais qui sont un peu la mauvaise taille. Donc, on a l'idée de base, c'est que l'énergie, la carbone dans le réseau trophique va commencer avec des producteurs primaires et il va monter dans les niveaux trophiques. D'accord ? Mais en même temps, évidemment, tous ces animaux vont mourir, excréter des urines, des fesses. Et là, on a du carbone organique qui est dans ces éjections de tous ces gros animaux. D'accord ? Et cette carbone organique peut être utilisé, mobilisé par les bactéries hétérotrophes. Et donc, c'est ça un peu que l'on pensait était un peu le recyclage de carbone entre ces niveaux trophiques supérieurs et les niveaux trophiques bas, et évidemment, les hétérotrophes sont à leur tour par les protistes. Donc, on a les cerveaux qui vont être produits ici, et ensuite ils seront recyclés. Alors, qu'est-ce que ça donne si on met les bactériophages dans la boucle? Les bactériophages vont infecter et lier les bactéries autotrophes, et d'autres espèces, bien sûr, vont infecter à nouveau les bactéries hétérotrophes. Donc, une partie de cette carbone sera incorporée dans les particules de bactériophages. Une autre partie est juste libérée sous forme de carbone soluble, carbone organique soluble, parce que les bactéries lysées, pouf, elles vont libérer une partie de leur biomolécule. Et donc,
cet carbone organique qui est libéré à partir des bactéries infectées par des bactériophages, bah, du coup, ça devient accessible aux bactéries hétérotrophes. Donc, le résultat global, c'est que les bactériophages vont recycler le carbone organique dans les niveaux trophiques bas. Et donc, une partie du carbone organique qui est présent chez les bactéries hétérotrophes ou les bactéries photo- et chimio-autotrophes ne sera pas disponible pour les protistes et ne sera pas disponible pour être utilisé dans les chaînes trophiques, dans les niveaux trophiques plus élevés. Parce qu'en fait, ce carbone va juste rester au niveau des bactéries, étant d'une part libéré par la liste des bactéries par les bactériophages et d'autre part, ce qui est libéré, ça peut être incorporé dans des bactéries hétérotrophes. Donc, tout le carbone organique qui est fixé ne sera pas vraiment disponible à ces niveaux trophiques plus élevés. Ok, donc ça c'est la partie introduction. Donc maintenant on va avancer sur la partie plutôt moléculaire, les cycles lithiques et lysogènes. Donc tout virus doit accomplir un cycle de réplication. Et le cycle de réplication lithique implique d'abord l'attachement et l'entrée du virus ou du bactériophage sur la bactérie qui est susceptible à l'infection. Ensuite, l'ADN ou l'ARN du bactériophage doit être libéré dans la bactérie. Le génome doit être répliqué. Les protéines du bactériophage doivent être exprimées, ensuite assemblées et puis libérées. Et avec un tour de cycle de réplication, bon, on est parti d'un bactériophage ici, et on en a libéré 7 bactériophages après un cycle de réplication. Alors, la première étape pour tous les bactériophages et tous les virus, c'est de se fixer sur une bonne cellule, parce que ce n'est pas la peine pour un bactériophage qui infecte Escherichia coli d'aller se fixer sur sur une fronde d'une algue dans la mer, Donc ça, il faut se fixer sur une bonne cellule. Et cette fixation est médiée par une interaction spécifique entre une protéine d'attachement sur le bactériophage et un récepteur spécifique qui doit être quelque part à la surface de la bactérie. Alors, les protéines d'attachement sur le bactériophage T4, c'est au bout de ces fibres muqueuses. Donc, cette partie-là qui va se fixer sur la bactérie susceptible. Pareil pour les bactériophages cycloviridés, je ne pas utiliser cela. Pareil, ce sont les protéines amidases du fibrose qui sont les protéines d'attachement. Alors, les récepteurs pour les bactériophages, c'est une protéine C, qui est une protéine externe de la bactérie. Pareil pour les bactériophages virulents, ils vont se fixer sur la perméase à maltose, qui est, pareil, encastrée dans la membrane externe de la bactérie. Donc, ces bactéries, Escherichia coli, qui est une bactérie à gramme moins, c'est pour ça que, bizarrement, j'ai des lignes qui ont disparu entre là et là, là et là. Donc, on a membrane interne, membrane externe, petit récepteur, et là, on a notre récepteur. Donc, il y a d'autres bactériophages qui vont se fixer sur les F. pili, les pili de conjugaison, et il y a pas mal de bactériophages qui utilisent comme récepteur les antigènes O répétés, les récepteurs vitaliques sur les muqueuses. Alors, chez les bactériophages qui infectent les bactéries à gramme plus, moi j'en ai donné juste un exemple ici. Ce phage-là qui infecte le Bacillus subtilis, qui est une bactérie à gramme plus, utilise une protéine qui traverse la paroi
en peptidoglycane et qui néanmoins a une partie qui est accessible à l'extérieur. Donc, quel que soit le récepteur, c'est une structure, une protéine ou une glycane à l'extérieur de la bactérie qui est donc accessible pour la fixation par les bactéries. Alors, une fois fixé à l'extérieur, le bactériophage ne peut pas rester là. Il doit rentrer dans le bactérie, au moins faire pénétrer son ADN, son matériel génétique dans la bactérie. Et donc, ce qui est connu très très bien, c'est l'entrée de l'ADN par le bactériophage T4. Donc, initialement, il va fixer sur son récepteur. Ensuite, on place un base comprend des molécules de lysine qui vont être libérées et qui vont dégrader localement la couche de peptidoglycane, qui sinon, c'est un truc solide, il ne veut pas permettre de l'ADN de passer. Ensuite, on a une sorte de contraction de l'ADN qui va traverser la membrane plasmique et l'ADN du bactériophage est ensuite injecté dans la bactérie. Donc, je vais vous montrer ce vidéo qui, là depuis longtemps, est encore bien fait. Ok, donc ça c'est notre bactériophage T4. Vous allez voir futur moléculaire, notamment une fixation sur le lymphocyte, donc plusieurs protéines d'attachement, plusieurs lymphocytes. Ensuite, on a un T qui se déploie, va se contracter, et une partie va traverser le membrane externe. Et cette partie-là comporte le lysoglycane. On va casser la peptidoglycane, et ensuite le T se contracte interne et traverse la membrane interne, qui injecte l'ADN. Ok, donc attachement, dégradation du peptidoglycane et on injecte l'ADN dans la bactérie. Ensuite, la bactérie arrive dans la cellule, qu'est-ce qui va se passer? On aura l'attachement de l'ARN polymérase sur le facteur chromatin du bactériophage et l'expression de certains gènes du bactériophage très très rapidement. Donc là, on a 2 minutes après l'infection. Parmi ces gènes précoces, une polymérase du bactériophage qui va dégrader l'ADN de la bactérie et une ADN polymérase phagique qui va synthétiser de nouvelles copies de l'ADN du bactériophage. Alors là, il y a un problème parce qu'en même temps, on a l'ADN qui est en train de dégrader de l'ADN et on essaie en même temps de polymériser l'ADN et de le fabriquer. Donc, comment ces deux choses peuvent marcher ensemble? Parce qu'on peut imaginer que tout ce qui est synthétisé par l'ADN polymérase va dégrader tout de suite. Donc, ça a l'air un peu impossible. Alors, le bactériophage T4 échappe un peu à ça parce qu'il exprime aussi une enzyme qui va modifier la nature des bases nucléotidiques qui vont incorporer dans l'ADN. Donc, cette enzyme qui s'appelle l'hydroxyméthylcytosine synthase, donc qui va modifier chimiquement toutes les cytosines qui sont libérées à partir de l'ADN de la bactérie hôte. Et c'est cette cytosine modifiée qui sont incorporées dans l'ADN du bactériophage. L'ADN du bactériophage est donc chimiquement différente de l'ADN de la bactérie. Et c'est pour ça que l'ADN du bactériophage ne va pas dégrader son propre ADN. Il dégrade uniquement l'ADN de la bactérie hôte. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc le bactériophage réplique son ADN et c'est ensuite que les ARN messagers tardifs peuvent être synthétisés sous le contrôle de protéines phagiques qui est en fait un facteur sigma phagique. Donc vous avez vu l'expression des ARN messagers chez les bactéries avec l'ARN polymérase bactérien
qui a une structure alpha 2, bêta, bêta prime et un facteur sigma. Le facteur sigma permettant à l'ARN polymérase de se fixer sur les promoteurs. Ok, donc GP55, c'est un facteur sigma qui permet et qui l'ARN polymérase bactérienne et qui la cible vers les promoteurs des gènes tardifs. Et les gènes tardifs, ça va être quoi? Ça va être des protéines de structure qui forment des particules de bactéries. On va avoir la production des différentes structures de la particule chimique. Et c'est ce qui va aboutir à la formation de bactériophages à l'intérieur de la cellule infectée, la bactérie infectée. Et la toute dernière étape, c'est une lyse de la bactérie infectée pour libérer des bactériophages via l'expression à nouveau d'une lysosyme de bactériophages pour casser les petites développements et faire exploser les bactéries. Une protéine qui va former des trous dans la membrane interne de la bactérie, et c'est ce qui permet à la lysosyme de passer dans le périphérie. Donc on a ce cycle qui va être accompli dans 20-25 minutes, entre l'interfération jusqu'à la libération de la nouvelle génération de bactéries. Alors, je vais voir si vous avez bien compris ça. Je ne suis pas sûr que mon truc fonctionne, donc je vais peut-être recopier le bon QR code ici. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ok, copie, copie, copie. Ouais, ok, ça doit être bon là. Ok, on réfléchissait à ces questions, et puis quelles sont les propositions correctes? Ok, donc je vois que pratiquement, c'est pas tout le monde, mais la majorité des réponses sont correctes. Donc le cycle de réplication commence par l'interaction entre une protéine d'attachement et du phage et un récepteur. Oui, c'est vrai. La protéine GP55 est essentielle pour l'expression des gènes tardifs. Oui, c'est vrai. Et chez le phage T4, une lysosyme fongique est nécessaire pour la libération. Oui, parce que sinon les phages restent à l'intérieur du cadavre. Il faut casser la petite développement pour faire ça.
La dernière réponse de notre c'est pas le phage qui entre dans la bactérie, c'est son ADN uniquement qui est injecté. Donc le bactériophage reste collé à l'extérieur, la capsule vide, et c'est pas l'ADN. C'est pour ça que c'est une mauvaise réponse. Les gènes précoces sont impliqués dans la lise de la bactérie. En fait, non, c'est des gènes tardifs. Si on avait la lise de la bactérie, précoce, c'est mauvais parce que on tuerait la bactérie avant d'avoir fabriqué de nouveaux bactériophages. Ça ne marcherait pas, ça. Donc la lise, c'est forcément très tardif. C'est à la fin du cycle de reproduction. Donc ça va forcément être les gènes tardifs qui sont impliqués dans les gènes précoces. Ok, donc globalement, c'est bien compris. Okay. Alors, ça c'est le cycle lytique. Il existe également ce qu'on appelle le cycle lysogène chez certains bactériophages, pas chez tous. Et le cycle lysogène, bon, il est écrit par sa vidéo enregistré lors de l'infection des bactéries, encore Escherichia coli, par le bactériophage lambda, qui était modifié pour exprimer la protéine fluorescente verte, la GFP. Et c'est ce qui nous permet de visualiser parmi les bactéries lesquelles sont infectées et lesquelles ne sont pas. Donc, on va regarder, on a les bactéries précoces, on a deux qui sont infectées et une qui explose, et d'autres bactéries qui sont non infectées, qui expriment la GFP, mais qui ont continué à pousser, elles vivent leur vie, quoi. Donc, on avait deux bactéries infectées au même moment, mais ces deux bactéries vont avoir des destins très très différents. Celle-ci va mourir, sera explosée par notre bactériophage, tandis que celle-ci, en fait, elle est très contente, elle continue à vivre et à pousser. Alors, que se passe-t-il? Donc ici, chez cette bactérie, on a notre bactériophage qui se fixe sur son récepteur, l'ADN rentre, commence à exprimer des gènes du bactériophage, il rentre dans un cycle lytique, il réplique son ADN, il forme des nouvelles particules virales qui sont ensuite libérées et la bactérie est éclatée. Ici, qu'est-ce qui se passe? Les étapes précoces sont identiques. Donc, le bactériophage qui s'attache à la surface de la bactérie, l'ADN qui rentre, et mais cette fois-ci, au lieu d'être répliqué, ce qui va se passer, c'est que l'ADN du bactériophage va s'intégrer dans le chromosome bactérien, et à ce moment-là, une partie des gènes du bactériophage peuvent être exprimés, c'est-à-dire la GFP, on voit encore exprimé ici, mais tous les gènes qui sont impliqués dans le reste du cycle lytique, les gènes de structure du bactériophage et les gènes qui libèrent, qui éclatent la bactérie infectée, ne sont pas exprimés. Et donc cette bactérie-là ne sera pas tuée et elle va continuer à pousser, à se diviser. Et à chaque fois que la bactérie se divise, elle va répliquer avec son chromosome l'ADN du bactériophage, qui est intégré dans son génome. Donc, cet ADN du bactériophage intégré dans le chromosome bactérien, on appelle le prophage. Et à un moment donné, les prophages peuvent être réactivés. Donc, on aura une excision de cet ADN prophagique il va redémarrer un cycle lytique lorsque ces bactéries-là sont stressées. Alors, donc, le maintien de l'ADN phagique sous forme de prophage s'appelle la lysogénie. Et donc, quelque part, pour l'ADN phagique qui entre dans une bactérie, il y a un choix à faire, ou deux possibilités. Soit l'ADN va diriger un cycle de réplication lytique, soit il va diriger un cycle de réplication lysogène. Et ce choix est contrôlé par deux protéines du bactériophage, deux protéines précoces qui sont exprimées très très rapidement, donc chez le bactériophage lambda, en tout cas, tous les phages qui ressemblent. Et ces deux gènes s'appellent C2 et CRO.
Et c'est la quantité relative de ces des protéines C2 et protéines CRO qui va déterminer si le cycle sera lytique ou lysogène. Si on a un excès de CRO, cycle lytique. Si la protéine C2 s'accumule, on aura un cycle lysogène. La protéine C2 est sensible aux protéases qui sont exprimées par la bactérie. Donc, dans la plupart des cas, quand la bactérie pousse bien, la C2 est dégradée, c'est la protéine CRO qui est majoritaire, on aura un cycle lytique. Mais l'accumulation de la protéine C2 peut être favorisée par une faible température. Donc, l'activité protéolytique est plus basse, donc la protéine C2 n'est pas dégradée, et donc elle pousse la vers un cycle lysogène. Ou alors, si la bactérie ne pousse pas très très bien, on n'est plus en phase de croissance exponentielle et on est en phase de plateau. Dans ce cas-là, toute l'activité métabolique de la bactérie est un peu plus faible. Ça aussi, ça favorise l'émergence ou l'accumulation de la protéine C2. Une autre situation c'est qu'on a plusieurs phages qui infectent la même bactérie en même temps. Et chacune de ces phages va exprimer la protéine C2 et la quantité de protéine C2 qui est présente est en excès par rapport aux protéases qui la dégradent. Donc là encore, c'est quelque chose qui favorise la lysogénie. Et ça, ces conditions-là, cela aide à nous expliquer pourquoi la lysogénie existe. Parce que c'est un truc compliqué. Et à chaque fois que je vois quelque chose de compliqué en biologie, je me dis, mais pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi il ne faut pas faire simple? Et il y a une raison pour la complexité en biologie. Ça sert à quelque chose, ce n'est pas juste inutile. Et ça sert aux bactériophages de moduler sa stratégie de réplication en fonction de si les conditions sont favorables pour un cycle lytique ou pas. Un cycle lytique va être favorable aux bactériophages si on a beaucoup de bactéries hôtes localement et que ces bactéries hôtes poussent bien. Dans ce cas-là, oui, on va faire un cycle lytique parce que la prochaine génération de bactériophages qui seront libérés vont tous pouvoir affecter les bactéries parce qu'on voit que la bactérie pousse bien. Mais si la bactérie hôte pousse pas très bien, elle est au bout de sa vie, ou si on a trop de bactériophages localement par rapport à la bactérie hôte, ce n'est pas la peine de refaire un autre cycle lytique, parce qu'on ne trouvera pas une autre bactérie à infecter. Donc il vaut mieux enclencher un cycle lysogène à ce moment-là. Donc c'est un peu ça que ça sert la lysogénie. Ça sert au bactériophage de modifier sa stratégie de réplication en fonction de si sa population hôte va bien ou pas bien. Alors, quelles sont les protéines qui sont essentielles pour la lysogénie? Il faut une intégrase qui est capable de intégrer l'ADN du bactériophage dans le chromosome bactérien. Et il faut une protéine répresseur ou répresseuse qui va bloquer l'expression de tous les gènes du cycle lytique. Donc il faut absolument bloquer l'expression de la lysozyme et de Howling qui vont exploser la bactérie infectée. Et donc, si on a ces deux choses-là, on a une sorte de stabilisation, un maintien de la lysogénie, et le génome du bactériophage persiste sous forme de protéines et qui sera répliqué à chaque fois que l'ADN bactérien se divise lors de la division de la cellule bactérienne. Alors, ce n'est pas la peine pour le bactériophage de rester comme ça éternellement, parce que sinon, elle serait morte en quelque sorte, et serait morte en quelque sorte. Donc, une autre facette de la lysogénie, c'est que c'est un processus qui est réversible et qu'un cycle lytique peut être réactivé lorsque la bactérie est stressée. Des fois, un choc thermique, l'irradiation par le UV ou le traitement par certains antibiotiques peuvent réactiver un cycle lytique. Et un autre point que je n'ai pas dit jusqu'à présent, c'est que une bactérie qui est capable de la lysogénie, on appelle ça des fois un bactériophage tempéré, parce qu'il ne va pas systématiquement tuer toutes les cellules infectées. Donc on parle des fois bactéries lytiques, bactériophage lytique et bactériophage tempéré. Alors, donc jusque-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on a attachement,
Ensuite, on prend l'ADN du bactériophage. Et en fonction de si notre bactériophage est lithique ou tempéré, soit on va avoir systématiquement un cycle lithique, ou alors, des fois, on aura le déclenchement d'un cycle d'implication lisosomique. Et ce qui est important de comprendre, c'est à quoi ça sert d'avoir un cycle lisosomique pour le bactériophage humain. Dans les deux cas, c'est extrêmement important d'avoir un contrôle strict de l'expression des gènes du bactériophage. Surtout un contrôle de l'expression des gènes tardifs qui sont impliqués dans la mort de la cellule infectée. Donc il ne faut pas les déclencher trop tôt, ces gènes-là. Il faut les maintenir sous contrôle. Enfin, il faut maintenir l'expression sous un contrôle strict. Alors, il nous reste une demi-heure pour regarder la transduction phagique, qui est le transfert de gènes entre bactéries par des bactériophages, et l'implication des bactériophages en synthèse. Alors, malheureusement pour nous, la transduction phagique, il n'y a pas juste un seul type, il y a 3 types de transduction phagique. Donc, on a la transduction généralisée, qui est effectuée par des bactériophages lithiques. Et notamment le bactériophage pérenne, c'est un sujet utilisé pour ça. On vient de la transduction généralisée. Ce qui se passe la plupart du temps, lorsqu'un bactériophage litique infecte une bactérie, il va dégrader l'ADN de la bactérie. Il va répliquer son propre ADN, mais il va impacter dans les particules vivantes, les particules de phage à l'intérieur du bactériophage. Mais de temps en temps, un fragment de l'ADN bactérien peut être incorporé dans une particule de bactériophage. Donc ça, c'est un événement rare. Donc c'est une fois un bactériophage sur 100 000 ou 1 sur 1 million. Et l'ADN qui va être incorporé, ça va être 1 à 2% de tous les génomes bactériens. On a un seul fragment. Et donc, ces bactériophages vont libérer, et de temps en temps, ils vont aller infecter notre bactérie. Et si notre bactériophage qui avait incorporé de l'ADN bactérien va infecter une nouvelle souche de bactéries, ce qui rentre, ce n'est pas l'ADN du bactériophage, donc il n'y a pas de cycle lithique, il n'y a pas de destruction, de mort de cette bactérie infectée. Mais on a la livraison d'une partie de l'ADN de notre bactérie initiale. Et si on a une région homologue, bon, on peut avoir une recombinaison, un crossing over, et le génotype de notre bactérie, ici avec le génome en jaune, peut être modifié. Et donc ça, c'est donc la transduction généralisée. Permet le transfert latéral de gènes entre bactéries et c'est un processus aléatoire. Parce que ça permet le fragment de ce gène qui est incorporé dans un bactériophage qui va le transférer à une autre bactérie. Alors, à côté de ça, il existe aussi Donc, pourquoi c'est utile? Donc, la transduction généralisée, c'était un processus très utile dans la cartographie génétique du chromosome bactérien. Alors, ce type de manip, ce qu'on va faire, c'est qu'on va infecter nos avec notre souche, elle est sensible à la streptomycine et elle peut synthétiser l'arginine et la méthionine. Donc, elle est ARG+, MET+. Donc, on va l'infecter, on va faire un cycle génétique, et on a vu qu'il y a quelques bactériophages ici qui ont attaqué un petit peu le chromosome bactérien. Donc, on va utiliser ces bactériophages pour infecter les bactéries qui sont résistantes à la streptomycine, mais ARG-, MET-. On va les incuber pendant 10 minutes, ensuite on va les diluer, et ensuite on va les mettre sur une tonne de boîtes. On va étaler beaucoup de boîtes. Et ensuite, on va les étaler sur les boîtes de pétri qui sont composées d'un
mais qui contient le streptomycine. Il contient de l'arginine, mais il n'y a pas de méthionine. Donc, on va regarder ce qui va pousser. Parce que les bactéries qui poussent, elles ont forcément encore un peu d'ADN qui vient de différents mètres de cette bactérie-là. Donc, on va attendre pour voir ce qui pousse, et puis on va les repiquer sur d'autres boîtes de pétri, cette fois-ci sans arginine et sans méthionine. Et on va regarder ce qui va pousser. Donc, imaginons qu'on fait cette manip-là, et on a obtenu 50 colonies qui avaient poussé dans le milieu sans méthionine, mais avec arginine. On les repique dans le milieu sans arginine et sans méthionine, et on voit qu'il y en a 21 qui poussent. Ça veut dire que 21 sur 50, c'est 42%. Donc 42% du temps, quand j'emporte le gène MET dans ma particule de bactériophage, j'emporte également le gène ARG. Et ça, c'est possible uniquement si ces deux gènes sont côte à côte. Et donc, on appelle ça la fréquence de cotransduction. Et plus la cotransduction est fréquente, plus les gènes sont proches sur le chromosome bactérien. Donc, si on fait ça des centaines et des milliers de fois, avec différents facteurs métaboliques et différents génotypes de bactéries dans un cas et dans d'autres, on peut petit à petit construire la cartographie de notre génome bactérien sans avoir fait de séquençage d'ADN. Parce qu'on a fait tout ça avant l'invention de du séquençage d'ADN. Donc c'était quelque chose d'important pour établir la carte génétique. Alors, notre type de transduction phagique, c'est ce qu'on appelle une transduction spécialisée, qui est le propre des phages temporaires. Donc, les phages temporaires peuvent exister sous forme de prophages. Et si on va stresser notre bactérie qui les porte, ce prophage va réactiver un cycle lytique. Et dedans, tout un tas de bactériophages qui vont être alors, la plupart du temps, on n'a que des génomes du bactériophage qui vont être incorporés dans ces particules-là, mais de temps en temps, notre bactériophage va exciser un petit peu d'ADN bactérien à côté du génome du bactériophage. Et donc, on aura des particules virales ou des particules phagiques qui sont défectueuses, mais qui peuvent néanmoins infecter une nouvelle bactérie, transférer ce génome qui a une partie des gènes de bactériophage et une partie de l'ADN de bactérie, et qui à nouveau peut être intégré dans le chromosome bactérien par une recombinaison. Donc dans ce cas-là, on va avoir un transfert de gènes entre deux souches de bactéries, mais cette fois-ci, uniquement les gènes qui sont à proximité de notre site d'intégration de bactériophage, de notre prophage. Donc on n'a pas quelque chose qui est généralisé et qui nous permet de faire la cartographie de tout le chromosome. Dernier exemple, et c'est ça qui va être le plus pertinent pour peut-être le plus pertinent pour l'impact sur le santé, c'est ce que j'ai appelé la transduction simple, mais qui n'a pas vraiment de nom. Et c'est lorsque on a dans le génome du bactériophage un gène qui va altérer ou modifier la biologie de la bactérie qui porte le prophage. Dans ce cas-là, c'est ce qui est dénommé par un le gène est vraiment dans le prophage, dans le chromosome, dans le génome du bactériophage. Lorsque cette bactérie-là est stressée, on a la production de bactériophages qui portent tous ces gènes A+, qui ensuite vont pouvoir infecter une nouvelle souche de bactéries et lorsque
on entame un cycle lysogène, tout le génome du bactériophage s'intègre dans le chromosome bactérien et avec ce gène A qui est implanté. Et donc ça peut modifier la biologie de la bactérie qui est la bactérie receveuse de cette transduction. Alors ça, c'est quelque chose qui a un impact important en santé humaine parce que lorsqu'on regarde plusieurs espèces de bactéries pathogènes et on cherche où se trouvent les facteurs de virulence qui rendent cette bactérie dangereuse, plusieurs fois, on peut trouver que les facteurs de virulence ou certains facteurs de virulence se trouvent dans le génome d'un bactériophage, dans un prophage. C'est le cas de toxine diphthérique sur un prophage, chez Corynebacterium diphtherium, la toxine C1 sur Clostridium botulinum, ce qu'on a vu avec les boîtes de conserve, de sardines, pour empoisonner les gens. La toxine est posée sur le prophage. C'est pareil pour les Escherichia coli, responsable du syndrome hémolytique urineux. Donc, chaque fois que ces bactéries pathogènes sont stressées, le prophage peut réactiver son cycle lytique et peut aller infecter une autre bactérie et transférer le facteur de virulence d'une bactérie à une autre. Et donc, c'est ce qu'on appelle la conversion lysogénique, c'est-à-dire qu'une bactérie commensale, inoffensive, peut récupérer des facteurs de virulence d'une bactérie pathogène parce que ces facteurs de virulence sont portés sur de l'ADN prophagique. Et donc, l'intransduction phagique peut transférer ces facteurs de virulence entre une souche de bactéries pathogènes vers une souche de bactéries inoffensives. Et donc, la plupart du temps, c'est entre des souches de la même espèce, mais on peut avoir le transfert de gènes de virulence entre des espèces distinctes. Donc, on peut avoir le transfert de gènes de virulence entre Staphylococcus aureus et Bacteria monocytogènes, par exemple. Donc, ça, c'est le côté négatif des bactériophages et leur impact sur la santé. Alors, le côté positif, c'est l'utilisation potentielle de bactériophages pour lutter contre les infections bactériennes. Et ça, c'est quelque chose qu'on appelle la phagothérapie. Et le concept a été imaginé tout de suite par le découvreur des bactériophages, par Félix Derrel. Parce que lui, il a compris tout de suite que j'ai isolé quelque chose qui est capable de tuer les bactéries. Donc, je peux peut-être l'utiliser pour soigner les maladies, les infections bactériennes. Et donc, c'est lui qui a développé le concept de la phagothérapie dans les années 1920 et 1930. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On a la découverte et la production des premiers antibiotiques. Et c'est ça qui rend le concept de la phagothérapie. Mais c'est quelque chose qui revient à cause du problème de bactéries multirésistantes. Et il y a certains endroits qui ont continué à utiliser la phagothérapie et à développer des collections de bactériophages, soit pour soigner des infections cutanées, parce qu'un des problèmes avec des bactériophages, c'est qu'il faut les infecter dans les bactéries. Donc si la plaie est à l'extérieur, c'est relativement facile à faire. Il y a quelques centres américains aussi qui ont continué à utiliser des bactériophages jusqu'au temps actuel. Donc, quelques centres qui ont continué à utiliser les phagothérapies, et de plus en plus, c'est quelque chose qui est proposé dans des cas où on a des patients avec des infections qui sont multirésistantes, que l'on n'arrive pas à soigner avec des antibiotiques. Et depuis une dizaine d'années, on a quelques cas
anecdotique, mais néanmoins miraculeux, de patients soignés avec des bactériophages efficacement, et c'est ce qui a permis de guérir l'infection bactérienne. Donc ici, c'est un premier cas avec un homme âgé de 68 ans avec une infection à Acinetobacter baumannii, une bactérie à grand moins importante. Il avait il était dans l'état proche de la mort. Et juste en dernier recours, écoute, on va faire le coup. Ils lui ont injecté un cocktail de 9 bactériophages et une nouvelle antibiotique, la minocycline. Et ensuite, ça a réussi à le sauver. Et puis, il est sorti de l'hôpital 3 mois plus tard. 3 ou 4 mois plus tard. Alors, un autre cas un peu semblable, c'est à nouveau une personne âgée, un homme de 76 ans, avec une infection à Pseudomonas aeruginosa, à nouveau une bactérie à gramme moins, multirésistante, qui était dans sa greffe d'aorte. Donc c'est à l'intérieur du corps ici. Là. Donc cette fois-ci, et encore une fois, c'est quelque chose qui est une grande réussite pour le patient. Alors, cette stratégie était vraiment très, très intelligente parce que le mécanisme majeur de résistance aux antibiotiques chez Pseudomonas, c'est l'utilisation d'une pompe à efflux pour exporter les molécules antibiotiques et les réexporter à l'extérieur de la bactérie. Et cette pompe à efflux, c'est aussi le récepteur de la bactérie KO1. Et donc là, la bactérie a un problème. Parce que si elle veut devenir résistante à l'antibiotique, elle doit avoir de plus en plus de cette pompe à efflux à la surface, donc plus de récepteurs, donc elle est plus susceptible aux bactériophages. Mais si elle veut résister aux bactériophages, un de leurs problèmes, c'est de non plus exprimer le récepteur, mais du coup, elle devient susceptible à l'antibiotique. Donc, ce n'est pas les bactériophages miraculeux, mais c'est la combinaison des deux qui permet de coincer les bactéries. Donc ça, c'était quelques cas anecdotiques, mais de plus en plus, c'est quelque chose qui a vraiment un grand effort de développement pour essayer de généraliser et rendre ces thérapies plus accessibles à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui va être dans les projets de recherche européens. En 2025, il y a des raisons pour faire un peu plus tôt cette année, il y avait une publication de centaines de cas soignés en physiothérapie via un consortium en Belgique. Je crois que c'était à Leuven. Et donc, ils ont fait un peu le constat d'une centaine de cas soignés. Donc, à chaque fois, c'est un cas un peu unique parce que pour chaque bactérie, on peut trouver des bactériophages qui sont capables de les infecter et de tuer. Donc, c'est une sorte de production de façon à chaque fois. Mais néanmoins, il y avait une centaine de bactéries, et les infections les plus fréquentes étaient Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa. Il y avait des infections un peu partout, soit dans les poumons, soit dans les os, sur la peau. Et puis, la modalité d'administration des pages, c'était un peu adapté où se trouvait l'infection. Et lorsque vous avez la souche de bactéries et des phages et des antibiotiques ensemble, ils vont essayer de tester s'il y avait des interactions entre les antibiotiques et les phages. Donc ici, toutes ces courbes, là, c'est une sorte de courbe de croissance de la bactérie qui sont influencées ici à temps zéro et on suit dans le temps. Donc, en rouge, c'est la bactérie toute seule, dans le plus, on trouve un maximum de diffusion, puis après, on diminue. En présence du bactériophage ou de l'antibiotique tout seul, c'est la liste des autres, c'est l'inconnaissable. En fait, la croissance est ralentie, mais les bactéries sont résistantes. En vert, c'est... Attends. Non, je me trompe. En vert, c'est le bactériophage tout seul. En jaune, c'est l'antibiotique tout seul, la vancomycine. Donc, les
la croissance est ralentie, mais les bactéries survivent. Mais si on combine les deux, les bactéries sont totalement tuées, ne peuvent pas pousser. Donc 9 fois sur 10 qu'ils ont pu tester, ils avaient une synergie entre les antibiotiques et les bactériophages. Et le technique, c'est qu'ils avaient réussi à éradiquer le pathogène dans 61% des cas, et ils avaient une amélioration clinique dans 3/4 des cas. Donc des fois, les patients, ils étaient guéris, ils sont partis, et on ne les a pas revus pour pouvoir tester si la bactérie était encore présente quelque part. Donc c'est pour ça qu'on a réussi à vraiment démontrer l'éradication de pathogènes grâce aux aliments guéris sur le plastique. Alors, la phagothérapie. Donc c'est un truc qui a une ancienne idée de Félix Deren, mais qui a un nouvel intérêt, qui suscite beaucoup d'intérêt. Alors, il y a des avantages et des inconvénients de la phagothérapie. Donc chaque fois ici, on voit c'est l'avantage et en rouge, c'est l'inconvénient. Donc les phages utilisés dans la phagothérapie sont hautement spécifiques. Donc l'avantage, c'est que ça ne va pas toucher le microbiome. Ce n'est pas comme des antibiotiques, on ne va pas avoir d'autres problèmes. L'inconvénient, c'est que ces phages sont de spectre étroit. Donc il faut trouver le bon phage pour chaque souche de bactéries pathogènes. Et donc ça va être applicable uniquement vraiment lorsqu'on a des infections bactériennes qui sont chroniques, qui durent longtemps. Et c'est ça qui va permettre de trouver le bon bactériophage pour cette souche de bactéries. Alors, une particularité de l'utilisation de bactériophages, c'est leur capacité de réplication génétique. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est un médicament qui va s'amplifier de lui-même in vivo. On fait une administration et puis les bactériophages vont se répliquer localement. Aussi, l'infection lytique, la résistance contre la lyse n'implique pas de résistance croisée contre les antibiotiques. Donc en fait, les bactériophages sont actifs contre les bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Il n'y a pas de résistance croisée. Alors, ce qu'il faut redouter, c'est que si j'ai un patient avec beaucoup de bactéries et je vais libérer des bactériophages pour toutes les bactéries dans ce patient, peut-être on aura une libération d'endotoxines massives parce que j'ai toutes les bactéries qui vont être lysées en même temps. Donc ça, c'est un effet secondaire potentiel, mais je n'ai pas vu vraiment trop d'effets secondaires sévères chez les patients qui ont été décrits dans l'étude précédente. Et la dernière chose, c'est que la nature chimique de la particule virale, des phages, ce sont des particules virales fabriquées en protéines et en ADN. C'est très différent des petites molécules qui sont antibiotiques. L'avantage en quelque sorte, c'est qu'il n'y a pas de toxicité chimique, ce sont des biomolécules, des protéines, des ADN, donc on peut les administrer sans trop de problèmes, si la pureté est suffisante. L'inconvénient, c'est que ce sont des protéines étrangères qu'on va injecter dans le corps de quelqu'un, donc probablement on va développer une réponse immune contre les bactériophages, et ça, probablement, ça va les empêcher de les utiliser à plusieurs fois. Parce que les anticorps qu'on va développer contre les bactériophages risquent de bloquer l'interaction entre le protéine d'attachement du phage et le récepteur sur la bactérie pathogène. Donc on redoute qu'on ne pourra pas faire plusieurs traitements de suite. Et aussi, apparemment, les bactériophages sont rapidement éliminés de la circulation sanguine, donc elles ont les phages ont une demi-vie courte. Ok, donc résumé de notre cours sur les bactériophages. Donc, structure et diversité de bactériophages et le groupe le plus prévalent, ce sont les codovéricètes, mais il n'y a pas que ça. Cycle d'application lytique, lysogène, quelles sont les étapes des cycles, qu'est-ce qui détermine lorsqu'un bactériophage tempéré va rentrer en cycle lysogène, la transduction phagique, les deux qui sont importantes, généralisée avec des phages lytiques, transduction simple pour les phages tempérés. Bactériophage et santé humaine, les deux faces de la médaille. Transfert latéral de gènes pour le
transduction lysogène qui peut transformer des bactéries commensales en bactéries pathogènes, en transfert latéral de facteurs de violence entre bactéries. Et le bon côté, c'est la phagothérapie. Ok, donc je vous libère là, et puis bon, on se revoit pour certains en TP et en PD.